Philippe Royer, entrepreneur engagé et auteur de Fils de paysan, notre bon sens commun, livre une réflexion sur le sens de la vie et le rôle de chacun pour créer une société de bien commun. Il propose alors un chemin pour entreprendre sa vie, renouer avec ses racines, revitaliser nos âmes, dans un monde trop souvent dominé par l'individualisme. Tu es bien sur la chaîne du Courant pour une écologie humaine et tu t'apprêtes à écouter un podcast qui souhaite régénérer ton espérance en donnant la parole à des acteurs qui bâtissent, dans leur cœur d'activité, un monde aimable. En espérant alors que toi aussi, tu voudras agir après avoir écouté ça. Bonjour Philippe. Vous avez donc écrit un livre, Fils de paysan, notre bon sens commun. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer quel était l'objectif derrière son écriture ? En écrivant le livre Fils de paysan, notre bon sens commun, c'est un livre qui s'inscrit dans une continuité du premier qui s'appelait S'engager pour le bien commun. Ce premier livre expliquait que la somme des individualistes ne ferait pas le bien commun et que ça pourrait nous conduire à un chaos. Je dirais, nous y sommes ou nous en sommes pas loin. Et donc dans ce contexte, un peu pitoyable qui désespère beaucoup de Français, mon objectif a été d'écrire la suite et de dire comment on pouvait faire le pari des émergences positives, comment on pouvait traduire le risque de notre espérance. En quoi pour vous, vos origines vous ont-elles façonné ? Je dirais 2 choses. La première chose, c'est que je ne me suis pas rendu compte, quand je l'ai vécu, à quel point ça me façonnait. Et c'est en évoluant dans ma carrière, en prenant des responsabilités entrepreneuriales importantes, que j'ai commencé à relire d'où ça pouvait venir. Et je me suis rendu compte que, comme beaucoup de personnes, finalement, j'avais beaucoup reçu dans ma jeunesse. Finalement, j'ai eu de la chance de naître dans une famille aimante. J'ai vécu modestement, mais je pourrais dire que j'ai vécu la sobriété heureuse et que tout ça, ça m'a nourri et que, aujourd'hui, dans ce que je fais, certainement que 80 des choses sont dues à ça. Et la notion aussi de vivre dans le monde rural et dans le monde paysan m'a donné la notion du temps. Quand on est dans ce monde-là, on peut pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite. Si on tire sur une plante, on la déracine. Dans votre livre, vous parlez du fait de déployer une aventure féconde. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que déployer une aventure féconde, c'est à la fois alterner entre se réémerveiller de la vie qui nous est donnée et y consentir, et c'est lui donner du sens en rechoisissant la vie et en entreprenant sa vie parce que les talents qui m'ont été donnés ont vocation à être déployés, à ne pas être enterrés. Et donc j'ai vocation à déployer mes talents en ayant conscience que, la récolte me sera donnée. Et alors pour vous, qu'est-ce que ça signifie le fait d'entreprendre sa vie ? Pour moi, d'entreprendre sa vie, ça va être d'oser, par exemple, à un moment, changer d'entreprise, alors que j'étais dans une situation très confortable. En 10 ans, dans mon premier job, je suis passé du poste de base au poste de direction générale où j'étais dans une zone de succès et j'ai été appelé par une autre entreprise, pour reprendre cette entreprise-là. J'aurais pu, je vais dire, me rester dans le confort de la situation et j'ai senti dans le discernement un appel à quelque chose de plus grand, qui n'était pas, je pense pas, quelque chose de mégalomane, qui était quelque chose de profond dans l'impact de ce que je pourrais donner. Entreprendre sa vie, je pense à une part de côté irrationnel et j'ai toujours dit oui à ces appels-là et j'invite vraiment les auditeurs à dire oui aux appels de leur vie parce qu'il y a rien de pire dans une vie que de se réveiller à 85 ou 90 ans en disant: «J'aurais aimé faire ça, mais j'ai pas osé le faire». Vous êtes donc né dans une famille modeste, avec des parents agriculteurs, mais avez ensuite connu une ascension sociale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous l'avez vécu ? J'ai eu la chance de partir d'un milieu modeste et d'évoluer et de côtoyer des milieux bourgeois, des milieux entrepreneuriaux, des milieux de hauts responsables. Il m'arrive régulièrement d'avoir une journée où je peux enchaîner, le matin une rencontre avec un haut responsable, voire un ministre d'État et l'après-midi, m'occuper de Jean-Claude à Laval qu'on a sorti de la rue maintenant il y a 5 à 6 ans. J'ai eu la chance de profiter de l'ascenseur social mais je n'ai jamais oublié d'où je venais
et je crois que ça m'a donné cette capacité à comprendre la complexité du monde, mais à rester la même personne, que ça soit avec Jean-Claude, que ça soit avec un ministre, hein. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Pour vous, le rapport aux pauvres n'est pas une question d'argent. Mais donc c'est une question de quoi? C'est une question de rencontre et c'est les yeux dans les yeux, c'est parole avec parole dans l'échange, c'est parfois l'acceptation de l'odeur qui nous dérange. C'est dans tout ça qu'on a une relation vraie et authentique. Ce rapport aux pauvres m'a permis de connaître ma vulnérabilité et donc je pensais aller vers les pauvres pour les aider. Je les ai, je pense, réellement aidés, je les aide encore, mais ils me font surtout beaucoup de bien à moi. Parce qu'ils m'ont mis en vérité avec ma vulnérabilité. Ils m'ont aidé à m'accepter tel que je suis, y compris avec ma part de fragilité, avec mes parts de fêlure, et d'être cette personne et d'avancer dans la vie telle que je suis. Le pauvre, quand on sort de la rue, quand on sort de la prostitution, quand on sort de la prison, c'est des gens qui sont cash et qui ne trichent pas. Et donc c'est essentiel, mais je dis l'enjeu, c'est de les rencontrer et je dis que même au-delà de les rencontrer, ce que je m'attache à faire avec 2 à 3 personnes, c'est d'être devenu ami avec eux. Je pense qu'on a besoin de retrouver cette authenticité. Et alors vous, est-ce que vous avez réussi à garder votre authenticité? J'ai eu une phase où de 20 ans, peut-être à 35 ans, où j'étais attaché à conquérir le monde et à projeter une image de moi aux autres. J'étais dans ma phase de conquête. Jung dit en termes de psychologie que c'est assez normal, c'est une phase d'adolescent, jeune adulte où on a envie, d'exister, on a envie d'amener sa contribution au monde. Je n'ai pas échappé à cette phase-là. Quand je la regarde maintenant avec du recul, j'arrive à en sourire, mais je me suis rendu compte que j'avais perdu beaucoup trop d'énergie à essayer de présenter une image de ce que je ne suis pas au monde et j'ai compris que j'allais gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à me présenter tel que je suis, de parler avec mes tripes, de parler avec mon cœur, de dire tout ce qui résonne en moi parce que je ne peux pas apporter de meilleure contribution que celle d'honorer ce qui m'a été donné. Et donc progressivement, j'ai mis de côté la vitrine que j'avais envie d'être et j'ai constaté que la fécondité de mon authenticité était bien plus grande que la fécondité de la conquête dans laquelle j'étais quand j'avais entre 20 et 35 ans. Concernant l'identité, c'est un sujet très actuel parce que on rencontre 2 déviances fortes. La première, c'est la fuite en avant, notamment l'identité d'un pays, mais l'identité des personnes se liquéfie. On rentre dans un schéma où tout se vaut, enfin on est dans la négation de l'identité. Donc ça, c'est la première déviance importante. On l'a beaucoup vécu avec la déconstruction de nos racines depuis 20 à 30 ans. Touche par touche, mais l'air de rien, on a déconstruit beaucoup de choses. L'autre déviance, c'est l'identitarisme. C'est-à-dire que quand en réaction à cette perte d'identité, c'est que j'ai un risque d'aller vers une suridentité qui m'amène dans mes peurs et dans un repli sur moi. La vie est équilibre. La ligne de crête qui nous est donnée, c'est d'assumer pleinement notre identité, d'assumer pleinement nos racines, pas pour vivre dans le passé, mais pour se projeter dans l'avenir en le vivant au présent. Voilà. Et si on a une identité solide, on va pouvoir se faire confiance, on va avoir une estime de soi, une confiance en soi, qui va permettre de se projeter et de voir les émergences du monde, là où les gens vont voir les chaos du monde. Et que ces émergences-là, on n'a pas à les vivre dans 10 ans, on a à faire le pas de côté maintenant. On est dans un monde qui est dans une tyrannie de la volonté et de l'avoir. L'enjeu est de retrouver l'être. L'avoir devient un moyen, l'avoir est utile. Quand on entreprend, il est utile. Quand on a une charge de famille, il est utile dans la vie. Mais l'avoir doit être un outil au service de l'être, au service d'un pourquoi. Quand on est dans la tyrannie de l'avoir et dans la tyrannie de la volonté, on est dans la tyrannie cérébrale et dans la tyrannie du corps et on oublie 2 choses essentielles qui sont l'âme et le cœur
Et donc c'est en repartant de ce souffle de vie, du fait d'être animé par mon âme, c'est en ouvrant mon cœur que je vais trouver les aspirations profondes et fécondes. Bien sûr qu'à partir de ce moment-là, je vais convoquer mon cerveau pour me déployer avec intelligence et je vais convoquer ma volonté pour devenir acteur de ce monde. Mais il est temps de remettre les choses en ordre. Dans votre livre, vous dites que la France a beaucoup d'atouts. Quels sont-ils? On a beaucoup de talent, on est riche d'une sagesse millénaire et depuis 30 à 40 ans, on s'est attaché à déconstruire ce qui était notre richesse, hein. La France, il faut revenir à ses atouts fondamentaux, historiques, mais pour les vivre dans un horizon 2030-2035, pas pour les vivre dans la nostalgie des années 1950 ou du Moyen Âge. Donc les atouts des Français, c'est un peuple qui a beaucoup d'intelligence, hein, qui a une capacité de création. C'est un pays où il y a encore 2 socles qui tiennent la société, qui est le socle entrepreneurial et le socle associatif, hein. Et donc il est important de remettre en route, à partir de ce socle entrepreneurial et associatif, hein, un projet de société. Les Français ont juste besoin d'une vision sur lequel on retrouve un socle qui fait lien. Et je suis persuadé que si on remet ce socle collectif qui fait lien, on va avoir une confiance qui va se régénérer et si les Français sont en confiance, ils vont redevenir la première nation d'Europe. J'en suis convaincu qu'on en a les potentialités et on va pouvoir redevenir ce peuple inspirant. Il y a à la fois beaucoup de choses à faire, mais à la fois c'est très simple si on revient au bon sens. On fait l'inverse du bon sens, donc c'est normal que ça ne marche pas. Si je prends l'hôpital, un hôpital, était administré avec 5 de charges de structure il y a 25 ans. Aujourd'hui, on a diminué le nombre de lits, on a augmenté le nombre de fonctionnaires pour arriver à 34 de charge de structure. Il était peut-être normal de passer de 5 à 10 pour mieux administrer l'hôpital avec plus de moyens, mais là, on voit bien que la France, elle s'est bureaucratisée. Donc l'enjeu pour redéployer les talents, c'est alléger cette bureaucratisation et réveiller les Français, que chaque Français prenne conscience que face à cette vision-là, ils ont un pas de côté à opérer et que le monde ne changera que s'ils changent eux-mêmes. Ils ont une part du chemin à faire. On est dans un pays où je vais dire, qui est schizophrène. On voudrait que le monde change, mais on voudrait que ce soit les autres qui changent. Non, ma part de monde changera. Moi, ça a toujours été ce qui m'a animé dans ma vie, parce que j'ai décidé de bouger régulièrement pour me remettre en cause et essayer d'être plus en cohérence avec le fait d'entreprendre ma vie. Vous avez également dans votre livre tout un chapitre sur la nocivité de la colère. Alors, pourquoi selon vous le peuple français est en colère aujourd'hui et surtout comment sortir de cela? Les gens ont tendance à dire: «Ouais, mais c'est de la faute des autres» et donc ils expriment leur colère vis-à-vis des autres. Mais la vraie colère qui touche chacun des Français aujourd'hui, c'est une colère contre soi-même, de ne pas quitter cet aliénement matérialiste pour vraiment se déployer tel que je suis. Parce que la colère, la plus grande colère, elle est due à l'auto-trahison de ne pas déployer ses talents. C'est pour ça que dans le livre, j'insiste sur le fait qu'il y a un double mouvement collectif de projets qui va générer de l'enthousiasme et qui va apaiser parce qu'on sera dans une société du lien. Mais il y a ce pas de côté où je dois quitter l'impasse dans lequel je suis parce que elle me met finalement en colère contre moi-même, mais j'ai pas le courage de regarder cette colère. Est-ce que vous avez toujours tenté de vivre et de diffuser l'importance du bien commun? Souvent, moi, je dis: «J'ai eu de la chance de naître dans une famille aimante, de pouvoir faire des études, que des dirigeants d'entreprise me fassent confiance». Bah, quand j'ai eu la chance d'avoir ça, je peux quand même aider les autres et le bien commun, ça se traduit très concrètement par une mesure que je propose dans le livre, c'est que chaque personne du bon côté de la fracture sociale s'occupe simplement d'une personne qui n'est pas du bon côté de la fracture sociale. Si on fait ça, on est vraiment dans une dynamique de bien commun. C'est vraiment faisable et c'est vital parce qu'on ne pourra pas résoudre la fracture sociale avec des impôts supplémentaires et des fonctionnaires supplémentaires. C'est bien la part de gratuité qui est présente dans le bien commun qui va rétablir cette société du lien et la personne qui aura aidé cette personne fragile, à la fin de sa vie, quand elle relira sa vie, elle dira: «C'est super que j'ai fait tel métier, c'est super que j'ai eu des enfants,
mais c'est aussi super que j'ai aidé cette personne qui était dans le besoin et ça sera pour elle une grande fierté d'une vie accomplie. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler du rêve, qui est aussi un sujet que vous abordez dans votre livre et dans lequel vous semblez dire que c'est important? Je disais que dans les archétypes de Jung, on avait 4 étapes, dans la vie. La première étape, celle de l'enfant, c'est celle de l'émerveillement et c'est celle du rêve. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut réoffrir des rêves à notre jeunesse. Je pense qu'on a une société qui est très anxiogène. Chacun essaye de préserver ses acquis. Donc ce rêve, comment il peut se manifester? Encore une fois, dans 2 dimensions. Une dimension collective, c'est-à-dire que la raison d'être que je propose pour la France, c'est une raison d'être dans laquelle on a vocation à être redevenir cette nation leader en Europe. On a vocation à être solidaire. On a vocation à redonner des perspectives d'une société du lien. On a vocation à déployer notre identité. Il faut retrouver le rêve d'un Martin Luther King. Il faut retrouver le rêve d'un Nelson Mandela. Il faut retrouver cette soif d'absolu qui va faire qu'on remet toutes les énergies en mouvement. Et ça, c'est sur le plan collectif et sur le plan individuel, il faut que je puisse oser le rêve que j'avais quand j'étais enfant. Et je dis souvent, il a été contrarié par une envie d'exister qui est apparue à l'adolescence et en tant que jeune adulte. Et donc, il faut que quand je rentre dans la phase 3, où Jung dit que c'est la phase du roi, celui qui prend conscience des enjeux du commun, et ben, dans ce projet collectif, il faut que j'ai un projet qui soit enthousiasmant. Le rêve conduit à l'enthousiasme conduit à la montée d'énergie et pour transformer un pays, il faut être à un haut niveau d'énergie. Donc il faut rêver. La ligne de crête, c'est que je rêve suffisamment pour être enthousiasmant, mais je n'oublie pas d'être pertinent. Et plus je monte que je transforme, plus les gens croient dans l'ampleur du rêve. Et moi, je fais des choses que j'aurais pas imaginées dans ma vie. J'aurais jamais imaginé avoir la responsabilité de 1800 salariés. J'aurais jamais imaginé de reprendre une librairie. J'aurais jamais imaginé d'écrire un bouquin chez Fayard. J'ai simplement autorisé le fait que la vie puisse être plus grande que celle que j'aurais imaginée moi. Dans votre livre, vous dites contribuer plutôt que profiter. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet? Qu'est-ce que vous entendez par là? Comme le monde est devenu individualiste, chacun, dans son individualisme, va profiter. Donc chacun va essayer d'optimiser sa partie, quitte à ce que ça soit pénalisant pour le collectif. Je pense que certains sont même dans le piller. Le fait de profiter, c'est le début du narcissisme. Piller, c'est la fin du narcissisme. C'est-à-dire que comme le collectif, je n'y crois plus, autant que je maximise, mon profit à moi. Et c'est pour ça que j'évoque le besoin de retrouver la joie de contribuer. Je veux dire, si le fait de profiter et de piller rendait heureux, je veux dire, peut-être qu'on pourrait peut-être dire que c'est un modèle de société. Le problème, c'est que les gens qui profitent de manière abusive et qui pillent deviennent tristes et malheureux. Comme moi, j'ai envie d'être heureux, j'ai remarqué que pour être heureux, il fallait contribuer et que de contribuer, ça me mettait dans une joie profonde, voire dans une paix, ce qui n'empêche pas d'avoir des moments compliqués où il faut traverser le désert parce que tout n'est jamais un long fleuve tranquille. Mais simplement, quand je fais le choix de la paix et de la joie, je vais encapsuler les douleurs qui se présentent à moi, je vais les regarder avec réalité pour les traverser. Et on traverse l'épreuve et on sort de l'épreuve plus grand. Voilà. Selon vous, c'est quoi un joyeux plaisir? Je dis, il y a les joyeux plaisirs et les malins plaisirs. Les joyeux plaisirs, ça va être par exemple le fait de déjeuner avec quelqu'un. J'ai le plaisir d'un bon déjeuner et d'une bonne rencontre. Et je vais avoir la joie encore 8 jours, 10 jours, des fois 20 ans après, d'avoir eu ce bon moment passé. Voilà. Il faut développer les joyeux plaisirs. Par contre, les malins plaisirs qui vont être dans je fais un coup, je profite ou je vais dans une addiction, je vais dans quelque chose, j'ai réellement un plaisir immédiat, mais quelques semaines après ou quelques mois après, j'ai une profonde tristesse de cette situation-là. Discerner entre les joyeux plaisirs et les malins plaisirs. Si vous prenez les joyeux plaisirs, vous allez avoir la paix et la joie. Eh bien, pour finir, quel est le dernier message que vous voulez nous transmettre? N'hésitez pas à vous inscrire sur redonnerduSens.fr.
parce que je voudrais pas que mon livre soit une aventure individuelle qui contribue à mon narcissisme. J'ai envie que ça contribue à quelque chose de plus grand, qui permette à des gens de dire: «Je deviens acteur de cette société, je deviens acteur du monde», pour que la vie soit belle, bonne, voilà. Merci Philippe Royer de nous rappeler que contribuer au bien commun, c'est sortir d'une société individualiste et c'est donc finalement une manière de faire devenir notre propre bonheur. Auditeur, quant à toi, nous te remercions de ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et pour suivre nos actus, ou juste t'abonner à notre newsletter mensuelle, on te donne rendez-vous sur www.ecologihumaine.eu. À très bientôt!